Quand on est étudiant, on est souvent un mauvais gestionnaire de son argent parce qu'on n'a jamais eu d'éducation financière, on n'a jamais eu de cours pour nous apprendre à gérer notre argent. Et là, on se retrouve dans le grand bain avec un budget restreint et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment gérer son argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre d'économiser de l'argent pour mieux gérer ton argent et pour pouvoir peut-être plus tard même l'investir. La première chose à faire, c'est de compter ses dépenses parce qu'on ne peut pas avoir un contrôle sur ce qu'on ne mesure pas. Et pour avoir un contrôle sur tes dépenses, il faut que tu puisses mesurer, il faut que tu puisses savoir où est-ce que part ton argent. Alors soit tu le fais toi-même en comptant chaque jour, il faut le faire au moins un jour en fait. Prends un jour où tu calcules de ton réveil jusqu'à ton coucher, où est-ce que tu as dépensé de l'argent. Déjà, ça va te permettre, déjà sur une journée, tu vas te rendre compte que tu dépenses peut-être plus que ce que tu pensais ou moins ce que tu pensais. Mais dans tous les cas, il faut que tu aies des données, il faut que tu saches, il faut que tu aies des chiffres pour mesurer, pour ensuite pouvoir mieux gérer. Donc ça, il y a des applications qui peuvent t'aider pour le faire, qui vont calculer en fonction de tes dépenses dans quelle catégorie d'argent, dans quelle catégorie en fait part ton argent, si c'est des dépenses d'alimentation, si c'est des dépenses vestimentaires, et tu peux créer tes catégories, mais il y a plein d'applications comme ça, je vais t'en mettre en même temps que cette vidéo pour que tu aies quelques idées, mais sache que ça existe, mais moi, la solution que je préfère, c'est carrément de prendre un papier et pendant un jour, je compte mes dépenses, pendant même une semaine, si j'ai la foi, je compte mes dépenses pour savoir où est-ce que ça part, pour savoir et pour ensuite que je puisse ajuster. Mais la première chose à faire, c'est d'avoir des données parce que tu peux pas contrôler ton argent si tu sais pas, si t'as pas de données, en fait, si tu sais pas où est-ce qu'il part. Une fois que tu as compté tes dépenses, on va passer maintenant aux abonnements et notamment aux abonnements inutiles ou les abonnements oubliés. Alors ça, je suis vraiment très bien placé pour te le dire parce que je suis le premier à prendre des abonnements à gauche à droite parce que je me dis ça coûte pas cher et un an après, je me rends compte que y a un an d'abonnement qui a été débité sur mon compte et je m'en suis même pas rendu compte. Pas plus tard que hier, j'ai mon abonnement à Quizlet qui est une application pourtant que j'aime bien mais que j'utilise plus. C'est une application avec laquelle je faisais mes flashcards l'année dernière. Maintenant, j'utilise une autre application. Mais le problème, c'est que j'avais toujours l'abonnement à Quizlet qui était que de 1,49 € par mois, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et puis là, j'avais oublié de résilier mon abonnement lorsque j'ai changé d'application. Et l'abonnement est arrivé, l'abonnement annuel est arrivé sur mon compte il n'y a pas longtemps, tu vois, mais ça fait quand même une dépense qui n'était pas prévue. Et ça, c'est parce que j'ai mal géré mes abonnements. C'est parce que j'avais pas pris en compte tous les abonnements, j'avais pas fait l'effort en fait de me dire, ok, combien d'abonnements j'ai en cours, combien me sont vraiment utiles et combien est-ce qu'il y en a que je pourrais virer, est-ce qu'il y en a que je dois garder parce que c'est essentiel comme le Wi-Fi, là j'ai la fibre. Mais en réalité, il y a beaucoup d'abonnements qui sont pas vraiment essentiels qu'on peut éliminer de notre liste. Et ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder maintenant sur ton compte. Tu as sûrement sur ton compte bancaire, tu as sûrement un moyen de voir quels tiers en fait peuvent accéder à ton compte et quels tiers peuvent retirer chaque mois de l'argent sur ton compte. Donc en gros tes abonnements, tu peux faire ça, tu peux le faire sur ton compte et tu peux le faire sur ton compte Apple Store. Si tu as un iPhone comme moi, tu t'en rendras compte. Il y a une application en fait, il y a un réglage de l'iPhone qui te permet de voir tes abonnements. Et c'est comme ça que j'aurais pu me rendre compte moi de mon abonnement à Quizlet que j'aurais pu résilier avant. Et chaque mois, tu vas pouvoir éliminer les abonnements qui te sont pas vraiment essentiels. En plus, les abonnements, c'est traître parce que tu as l'impression que ça te coûte pas cher parce que tu vois juste le coût sur le mois. Parfois même, ils te mettent le coût en jour pour que ça fasse vraiment pas beaucoup. Mais sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, ça fait beaucoup. C'est pour ça que c'est important de vraiment, les abonnements, c'est dangereux. Il faut vraiment les prendre, il faut vraiment les prendre en compte. Il faut vraiment éliminer ceux qui sont pas essentiels. Troisième astuce, c'est d'essayer de payer en liquide. Ça, c'est une expérience que j'ai faite il y a quelques mois. J'avais essayé pendant un mois de tout payer en liquide parce que j'en avais marre en fait d'avoir l'impression justement de ne pas ressentir le fait que je perdais de l'argent, enfin en tout cas que je dépensais de l'argent parce que j'utilisais tout le temps ma carte, j'utilisais le sans contact. En fait, tout est fait pour que tu sentes le moins passer le fait que tu dépenses de l'argent. Le sans contact, c'est extrêmement rapide. En fait, tu t'en rends même plus compte. Et du coup, moi, j'ai essayé de passer sur le liquide un petit peu pour me voir en fait donner l'argent, pour te rendre compte que tu dépenses de l'argent et prendre plus conscience que il faudrait peut-être se diriger vers des choses, des achats plus utiles en fait. Et l'avantage en faisant ça, c'est que du coup, tu vois les billets diminuer petit à petit. Tu vois à chaque fois que tu fais une dépense, tu le vois dans ton portefeuille, il y a quelque chose qui sort du portefeuille. Et ça, c'est mine de rien, c'est quand même quelque chose qui te fait prendre conscience que tu es en train de dépenser quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas illimité. Alors que parfois, en fait, quand tu as cette carte, quand tu as une carte bancaire, tu as l'impression dans ta tête que c'est illimité parce que y a rien qui... En fait, le portefeuille, il n'est pas plus léger une fois que tu as fait l'achat et tu vois, et je pense que ça, c'est un danger, même si moi, j'aime vraiment le principe des cartes bancaires, je trouve ça très pratique, mais cette expérience de payer en liquide m'a permis de me rendre compte qu'il y avait quand même de l'argent qui partait en fait. Le deuxième avantage de payer en liquide que j'ai trouvé, c'est en fait que ça te permet de te tenir un budget que tu t'es fixé. Par exemple, moi quand je faisais mes courses, je me disais que j'avais un budget de 40 €, je prenais 40 € en liquide, je prenais pas ma carte.
Comme ça m'imposait en fait ce budget. J'avais pas, tu sais, parfois quand tu prends ta carte, tu te dis oui, mais en fait, il y a un achat que tu n'étais pas censé faire quand tu es allé au magasin, mais bon, il y avait une promo, il y a un truc comme ça, du coup tu le prends, ça dépasse ton budget, tu t'en rends pas compte, sauf que quand tu dépasses ton budget chaque mois, au final ça fait quand même une grosse différence. Et donc au moins là en fait t'as pas le choix. T'as 40 euros, tu peux pas payer plus, tu peux pas, voilà, t'as 40 euros, tu t'adaptes et au moins ça te force à rester sur un budget. Et ça m'a permis de faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est en fait de quand tu payes à la caisse, tu sais déjà combien tu vas payer. Et ça, c'est un truc que je faisais plus parfois quand j'avais ma carte parce que déjà, je savais intuitivement à peu près combien ça allait me coûter, mais je ne savais pas précisément à combien ça allait me coûter. Et le fait d'avoir seulement ce billet-là, seulement des billets et de ne pas pouvoir compenser avec une carte, ça m'a forcé à compter un petit peu plus ce que j'achetais. Et par rapport à l'étape 1, dont je te parlais de compter ses dépenses, c'est toujours intéressant de savoir où va son argent, de compter pour pouvoir ensuite ajuster. L'inconvénient, il est évident, c'est celui d'aller tirer des sous, de devoir trouver un endroit pour tirer des sous. Ça, c'est plutôt une perte de temps, mais je ne vais pas vraiment trouver de réel inconvénient là-dessus. En fait, je trouve que c'était plutôt une bonne expérience de payer en liquide. Mais tu vois, c'est pas quelque chose que je fais toute ma vie parce que là, je suis revenu au paiement par carte normale. Sauf que c'était quand même bien de l'avoir fait quelques semaines. Et moi, je t'encourage à payer en liquide quelques semaines ou quelques mois. Ça te permet de te rendre compte en fait de la valeur de l'argent, je trouve un peu plus, et ça te force aussi à mieux compter tes dépenses. Le quatrième point, il est un peu plus philosophique, c'est le fait de ne pas acheter des choses juste pour augmenter ta confiance en toi. Souvent, on utilise l'argent pour acheter des choses pour booster notre confiance en soi. Parce qu'il y a des marques qui nous font nous sentir mieux, des marques qui nous font nous sentir plus en confiance. Mais c'est pas comme ça en fait que se construit la confiance en soi. La confiance en soi, au contraire, souvent lorsque tu as besoin d'avoir des marques pour te donner confiance, c'est tu exposes en fait aux gens que tu n'as pas confiance en toi et que tu as besoin qu'il y ait des marques sur toi pour montrer aux autres que tu as de l'argent peut-être. Alors souvent c'est pas le cas, souvent c'est des choses très chères qu'on achète juste pour impressionner, mais c'est pas comme ça qu'on se construit de la confiance en soi. L'avantage c'est que la confiance en soi c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être acheté, mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre par l'expérience. La confiance en soi c'est juste des petites victoires répétées au quotidien qui te permettent de te sentir mieux, c'est des actions que tu fais, c'est des choses que tu vas faire en dehors de ta zone de confort qui vont te permettre de te sentir de mieux en mieux, mais c'est des actions, c'est pas des achats qui vont te donner de la confiance en soi, c'est des actions. Et tu n'as pas besoin d'acheter une marque spécialement ou un vêtement très cher juste pour te sentir mieux. Ça marchera pas en fait. On le sait, le matériel ne donne pas confiance en soi. Je te dis pas de ne pas acheter des choses qui te font plaisir. Moi aussi, j'achète des choses qui me font plaisir. J'achète des marques qui me font plaisir. D'ailleurs, tu es en train de te dire, il me parle de marque, il a un gros Gymshark sur lui depuis tout à l'heure. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui me fait plaisir et c'est une marque que j'aime. Mais c'est pas une marque qui me donne confiance en moi. C'est juste une marque que j'aime et j'aime dépenser mon argent dans cette marque. C'est une marque dans laquelle je crois. Il y a toute une histoire autour de cette marque. Tu vois, et ça, je trouve que c'est vraiment, par exemple, une bonne idée d'achat lorsque tu as une relation avec une marque, lorsqu'elle compte pour toi cette marque. Je trouve que c'est bien de lui faire confiance et d'afficher en fait la marque parce qu'en même temps, tu affiches les valeurs de la marque. Ça fait beaucoup de fois que je dis marque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ce t-shirt ou avec un t-shirt blanc basique de H&M, c'est pas ça qui va changer ma confiance en moi. C'est juste quelque chose qui me fait plaisir et j'aime bien dépenser mon argent dedans, mais c'est un plaisir. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais pour avoir confiance en moi ou pour justement essayer de me sentir mieux. Demande-toi, est-ce que tu ressens ce besoin urgent de montrer à tout Instagram que tu as acheté quelque chose de nouveau? Si c'est pas le cas, si tu le fais juste pour toi et que tu n'as pas besoin de l'afficher partout, je pense que tu l'achètes juste pour te faire plaisir et ça c'est la bonne solution selon moi. Pour savoir si c'est quelque chose de vraiment utile dans ta vie et pas juste quelque chose pour compenser un manque dans ta vie, est-ce que cet objet va te permettre de passer de 0 à 1. Moi ce que j'appelle 0 à 1, c'est par exemple tu n'as pas de téléphone, tu achètes un téléphone, là tu passes de 0 à 1. Tu achètes un pull bleu alors que tu as déjà un pull rouge, là tu passes pas de 0 à 1, tu as juste quelque chose que tu as déjà mais dans une autre couleur. Et souvent, ça, c'est pas un achat selon moi qui passe de 0 à 1, c'est pas quelque chose qui va t'apporter beaucoup en plus parce que c'est quelque chose que tu as déjà en fait, ça va pas te permettre de faire plus de choses, tu avais déjà un pull qui te permettait de t'habiller. Alors que par exemple, si tu n'avais pas de pull et que tu achètes un pull, là tu passes de 0 à 1 parce que cet objet va te permettre de faire quelque chose en plus. Mais souvent la multiplication des objets qu'on a déjà, c'est pas ça qui nous rend vraiment heureux. Ensuite, pour différencier l'utile de l'inutile, je te conseille de te faire une petite pyramide en fait des priorités de tes dépenses. Moi, c'est toujours les dépenses de loyer et d'alimentation qui passent en premier. Ensuite, mes dépenses pour le sport et mes dépenses pour les habits. Et ensuite, il y a les dépenses secondaires, les jeudis soirs, les repas à l'extérieur, les Uber Eats, etc. Mais il faut toujours garder en tête un peu les priorités, je pense, de nos dépenses et faire passer vraiment des dépenses en priorité parce que il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus importantes que d'autres.
Par exemple, et puis de toute façon ça correspond bien à mon caractère, c'est que je préfère largement ne pas aller à 3 jeudis soirs d'affilée et puis dépenser des tonnes d'euros dans des bouteilles et dans de l'alcool. Et je préfère à ma place garder cet argent pour acheter des produits de meilleure qualité pour ma santé, pour investir, pour me sentir mieux en fait dans mon corps. Parce que voilà, c'est encore une fois, c'est parce que c'est moi, c'est parce que c'est mes valeurs, ça compte pour moi. Mais toi aussi, tu peux te créer un peu ta hiérarchie de valeurs. Les choses qui comptent plus pour toi, mettre plus d'argent forcément dans les choses qui comptent plus pour toi. La 5e astuce, c'est celle de se faire un petit peu des prélèvements à la source soi-même. Donc en gros, dès que tu vas recevoir ta somme, ça dépend si c'est tes parents qui te donnent cette somme ou si c'est un salaire que tu gagnes pour tes études. Peu importe, tu vas te faire un sorte de prélèvement à la source, c'est-à-dire que dès que tu as cet argent, tu vas en mettre un certain pourcentage de côté pour l'épargne, pour des projets, pour tes vacances, mais peu importe tes projets. Ça, tu peux le faire avec tes comptes. Je ne sais pas dans quelle banque tu es, mais tu peux prévoir en fait des prélèvements automatiques sur ton compte pour organiser ça. Sinon, tu appelles ton banquier, tu demandes à tes parents, peut-être qu'ils savent comment faire. Mais tu peux faire des prélèvements automatiques sur ton compte, faire des actions en fait, un petit peu automatiser ton compte. C'est-à-dire que quand tu reçois ça, le compte envoie telle somme dans tel endroit. Ça te permet justement d'épargner sans douleur et puis de te garder un petit peu d'argent pour des projets plus tard qui pourront te faire plaisir. Si les gens ont tant de mal à épargner, c'est parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'on leur enlève. C'est un peu une souffrance pour eux. Et pour éviter ça, si tu veux réussir à épargner, il faut juste que tu le sentes pas. Et en faisant ça, en faisant un prélèvement à la source comme ça, tu le sens pas parce que dès qu'on te donne la somme, il y a déjà une somme qui est déduite et qui part sur un autre compte qui sera utile pour toi plus tard. Et comme ça, tu n'as pas l'impression qu'on te retire quelque chose, tu n'as même pas besoin de faire quelque chose et ça te permet d'épargner sans douleur. Et la 6e astuce, c'est une astuce bonus. Si avec toutes les étapes qu'on a vues avant, tu arrives à faire des économies, ça peut être intéressant de l'investir cet argent. Et quel est le meilleur moyen d'investir? C'est d'investir dans de l'actif. L'actif, c'est quelque chose dont je t'ai parlé parfois dans mes podcasts. D'ailleurs, je vais te renvoyer un podcast qui va compléter un peu cette vidéo. Mais l'actif, c'est quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent. C'est quelque chose dans lequel tu mets une dépense, mais qui plus tard va te permettre de gagner de l'argent. Alors qu'un passif, c'est juste une dépense. C'est quelque chose qui vide ton portefeuille. C'est une notion hyper importante à comprendre lorsqu'on veut mieux gérer son argent. Je te renvoie à un podcast que j'ai fait qui parlait de ça. Je te mets tous les liens en description, tu pourras suivre. C'est vraiment la suite de cette vidéo, donc ça pourra t'apporter beaucoup. Et c'est un peu, pour moi, le Graal en fait. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est d'abord de faire des économies. Et une fois qu'on a réussi à dégager des économies, même quand on est étudiant d'ailleurs, c'est quand on est étudiant, c'est le meilleur moment pour commencer à faire des économies parce que c'est le moment où tu n'as pas de préjugés. C'est le moment en fait où tu peux apprendre vraiment à gérer ton argent. Parce qu'une fois que tu as 35 ans ou 40 ans, ça devient plus difficile en fait d'apprendre à gérer ton argent. Là, on est au moment où on apprend super vite. C'est le moment de comprendre tous ces mécanismes de gestion financière, de mieux gérer son argent, d'actifs passifs. Et c'est pour ça que je te renvoie à ce podcast parce que je vais te parler des choses que moi-même j'ai apprises quand j'ai voulu mieux gérer mon argent. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et si avec toutes ces économies, si tu arrives à faire des économies, il faut qu'après que tu l'investisses dans de l'actif parce que c'est ça vraiment qui va te permettre de mieux gérer ton argent. Donc on récapitule, la première étape c'est de compter ses dépenses pour mieux savoir où part son argent. La deuxième étape c'est de supprimer les abonnements inutiles, de regarder déjà où est-ce qu'on a des abonnements qui sont toujours en cours pour ensuite virer ceux qui sont vraiment pas essentiels. La troisième étape c'est d'essayer de payer plus de choses en liquide, en tout cas de le faire sur une période courte pour mieux se rendre compte que c'est du vrai argent qui part de notre portefeuille lorsqu'on achète des choses. La quatrième étape, c'est d'acheter des choses qui vont nous permettre de passer de 0 à 1 et pas des choses qui vont nous permettre de compenser un manque de confiance en soi. Et la cinquième étape, c'est l'étape des virements automatiques, c'est se faire un propre prélèvement soi-même, propre de prélèvement à la source sur son compte pour épargner sans douleur. Et si avec tout ça, on arrive à faire des économies, d'investir ces économies dans de l'actif qui ensuite pourra générer lui-même de l'argent. Et c'est comme ça qu'on arrive à être plus à l'aise financièrement et à être un meilleur gestionnaire de son argent. Voilà, moi je te mets tous les liens du podcast en description, c'est le podcast des étudiants, on parle de beaucoup d'autres choses, mais je trouve que savoir mieux gérer son argent quand on est étudiant, c'est le bon moment pour le faire, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler dans un podcast. Je te renvoie aussi à la newsletter des étudiants que j'ai créée, dans laquelle je te parle aussi de principes comme ça, parce que ça concerne, c'est tout le monde des étudiants de toute façon. Donc moi je considère que mieux gérer son argent, ça fait partie de la vie d'un étudiant, parce que c'est la première fois qu'on est amené vraiment à gérer un budget. Donc tout ce qui touche de près ou de loin au monde de l'étudiant, je l'aborde et tu vas apprendre beaucoup de choses dans ces mails ou dans ces podcasts. Je te mets tout ça en description. Moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao et bon courage dans tes projets.